Bonjour, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller, monsieur le directeur de Digital City. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir cette opportunité d'animer la première table ronde de cet événement qui s'intitule donc les opportunités à venir pour l'IA. J'avais envie de commencer cet échange en fait par un événement positif. Monsieur l'ambassadeur vient de le décrire. On est dans un contexte international qui est assez plutôt qui nous pousserait vers le pessimisme. Et donc, j'avais envie de commencer par cette nouvelle optimiste qui date de 48 heures, qui est en fait l'annonce que le géant Intel a donnée de cet investissement de 36 milliards de dollars dans la production de semi-conducteurs. Le commissaire européen vient d'en parler. Et alors, en grattant un petit peu pour savoir quels étaient ces 36 milliards de dollars, c'était intéressant de voir qu'il y avait un volet production avec des capacités de production en Allemagne, en Irlande et aussi peut-être en Italie, mais qu'il y avait aussi tout un volet recherche et notamment un hub. Et je reprends l'article du Washington Post, European R&D Hub near the plateau de Saclay en France. Donc, en ayant ça un peu à l'esprit, j'aurais voulu vous poser en fait 3 questions. La première, enfin sinon nous avons le temps, la première ce serait un peu par rapport à l'intelligence artificielle en se demandant si on n'est pas en train d'évoluer vers un nouveau type d'intelligence artificielle. Luc Julia nous disait qu'il n'y a pas une intelligence artificielle mais plusieurs intelligences artificielles. Et cette nouvelle intelligence artificielle serait peut-être moins centralisée dans la façon dont elle utilise les données, ce qui est bien parce que chaque utilisateur est de plus en plus conscient du besoin de protéger ces données, qu'elle serait peut-être moins énergivore et évoluerait par rapport à ce système des data centers dont on nous expliquait que 66% de la consommation d'énergie est utilisée to cool down, de les refroidir, et une intelligence artificielle qui serait moins dépendante du cloud computing et qui permettrait ce qu'on appelle maintenant l'intelligence embarquée. Et donc avec ces différentes caractéristiques, est-ce que finalement l'Europe ne pourrait pas avoir un nouveau leading role, ou tout au moins avoir des opportunités de rattrapage. Voilà, donc cette première question, oui, je sais, c'est beaucoup, mais bon, voilà, comme ça au moins on donne le ton. J'aurais voulu la diriger à Monsieur Renaud Vedel, et d'ailleurs, qui est, je le présente, même si Monsieur l'ambassadeur l'a fait, responsable de la stratégie nationale de la France en IA. Des opportunités, il va y en avoir, puisque les sciences de l'intelligence artificielle, au pluriel, enfin les composantes, c'est de l'informatique, ce sont des mathématiques, ce sont des sciences appliquées, progressent très vite depuis une dizaine d'années. Il y a eu d'énormes progrès et il y en a toujours. Et donc, effectivement, il y aura toujours des nouvelles opportunités à saisir. Ça ne veut pas dire que nous avons forcément des avantages comparatifs en Europe, parce que nous faisons face à une compétition internationale extrêmement dense. Géopolitiquement, c'est le sujet, l'intelligence artificielle, sur laquelle la Chine a souhaité défier technologiquement les États-Unis en 2017, avec un plan adopté par le Conseil d'État chinois, en affichant sa volonté d'avoir la suprématie en 2030. On est sur la génération 2030, donc on verra à ce moment-là. Et il faut bien reconnaître qu'en termes de recherche, en termes de production et d'application, la Chine a rattrapé et dépassé l'Europe en 20 ans, partie de rien. Donc, nous avons un défi. Vous avez raison de souligner qu'on va aller vers des IA. C'est un ensemble de technologies extrêmement complexes, mais plus distribuées, liées aux objets connectés, avec l'Internet des objets qui se développe, avec la 5G qui le permet. Je pense que, oui, quand on rapproche le calcul du composant, on peut faire des économies d'énergie, mais en même temps, si on instrumente tous les objets, et comme on sait que la consommation est liée aussi aux composants électroniques, je ne suis pas sûr que la transition écologique s'y retrouve. Donc il faudra de toute façon calibrer là où on met de l'intelligence artificielle, là où on met de la connexion, parce que si on en met partout, c'est insoutenable. Écologiquement, il faut se le dire aussi. Les data centers, certes, sont très énergivores. Ce qui est énergivore, en fait, et des gens pour en parler plus savamment que moi, c'est de déplacer l'information du calcul en permanence. Donc ça, c'est très énergivore. Donc faire le calcul de manière locale, on peut faire des économies d'énergie, mais encore faut-il le choisir très, très précisément. Mais oui, il y a des opportunités. Nous avons beaucoup de talents en France et en Europe, individuels. Nous avons aussi des capitaux, mais il faut bien reconnaître aussi et être lucide sur ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est un marché numérique insuffisamment unifié. Et donc c'est l'intérêt aussi, comme aujourd'hui, de nouer des ponts entre des pays voisins
qui doivent consolider leurs forces et travailler ensemble à l'international. Et pas seulement nous deux, la Belgique et la France, mais la Belgique, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Quand on regarde, je ne veux pas être trop long, mais quand on regarde certaines forces, effectivement, on a des choses qu'il ne faut pas. En Belgique, il y a une très grande institution qui s'appelle IMEC, avec d'ailleurs laquelle il y a des projets avec le CEA français, avec d'autres. Aux Pays-Bas, il y a ASML, champion mondial. Dans les pays nordiques, il y a Nokia et Ericsson, pour ne parler que des plus grands. En France, on a des grandes entreprises aussi. Mais on voit aussi que les écosystèmes de start-up ont fortement progressé l'année dernière, avec plus 2, plus 3 en termes d'investissement. Mais pendant le même temps, les GAFAM investissaient 290 milliards d'euros. Donc, il faut effectivement apprivoiser ces technologies, car l'intelligence artificielle, pour conclure, c'est quoi? C'est d'abord une nouvelle façon de traiter l'information pour en tirer de la connaissance, c'est codé par les données. Et là, je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on n'est pas tout à fait encore au point sur la façon dont on accède et sur la façon dont on valorise nos données, même s'il y a des textes proposés par la Commission qui sont intéressants et qui vont permettre de progresser. Et puis enfin, c'est de construire des systèmes physiques ou cyberphysiques qui sont plus autonomes, qui savent décider. Et là, effectivement, il faut à la fois du talent, mais des données, et puis aussi un esprit entrepreneurial offensif. En fait, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur la nécessité d'unifier le marché numérique. Et justement, Nathanaël, qui est donc non seulement responsable de AI for Belgium, le directeur de AI for Belgium, mais qui a des rôles dans plusieurs organisations internationales, notamment européennes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces efforts d'unifier le marché numérique, de formation, de création de contacts entre les différents écosystèmes? Je pense que c'est l'objectif même et l'esprit du plan coordonné européen. Donc, et ce qu'on fait là aujourd'hui, comme Renaud l'a signalé, c'est exactement cet esprit-là. C'est-à-dire que quand en 2017, la France a pris quand même les devants pour dire c'est un sujet sur lequel il faut se positionner, qui a relancé, donc reconsolider ce plan qui se renforce d'année en année. L'idée qu'il y ait des coalitions qui se mettent en place dans chacun des pays, qu'elles se structurent, qu'elles soient capables d'identifier les forces, les faiblesses, et qu'elles aient pour ambition de collaborer entre elles, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Donc les écosystèmes se connaissent mieux, sont mieux structurés, et les ponts sont en train de s'établir suivant plusieurs initiatives, comme celle d'aujourd'hui, comme le Global Partnership on AI qui a été lancé par le Canada et la France à un niveau global, mais effectivement, il faut travailler au niveau européen, il faut travailler aussi le storytelling, c'est-à-dire quel est le sens de ce projet-là, comment on peut finalement réenchanter aussi le projet européen à travers des ambitions environnementales, des ambitions liées à la santé, on l'a vu, des ambitions liées finalement à la construction ensemble du monde de demain. Alors ça a l'air d'être des mots, mais c'est quand même très très important aussi en ces temps actuels qui ont été évoqués par monsieur l'ambassadeur. Alors, je voulais juste aussi souligner, parce que je voulais faire en préambule, mais oui. J'ai eu trop de pas de flatterie, mais enfin, voilà, je voulais quand même signaler l'implication extrêmement forte et extrêmement professionnelle de l'ambassade de France, et puis tout l'écosystème aussi en Belgique qui s'est mobilisé pour pouvoir organiser cette journée. Et je pense que ça passe par les hommes. Et donc, l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est finalement, il y a des questions fondamentales, hein, d'où on vient. Alors, on s'intéresse à l'univers. Et puis sur l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que l'homme? Et finalement, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc, quelles sont nos valeurs? Et donc, on travaille sur ces valeurs européennes. Donc, ces évolutions technologiques nous forcent finalement à remettre en question des choses qu'on considère comme des évidences, mais aussi à repenser le vivre ensemble. De nouveau, ce sont des mots, mais je pense que, comme l'a évoqué Luc Julia aussi, ou comme on l'a évoqué lors du dialogue qu'on avait hier, les ingénieurs doivent peut-être reprendre un peu de philosophie et retrouver un peu ce temps des Lumières, quoi. Est important. Donc à la fois Léonard de Vinci, à la fois les Lumières. Et là, maintenant, il faut sortir de cet obscurantisme qu'on risque aussi actuellement. Et justement, pour rebondir sur ce point de l'importance de l'humain et l'importance en fait des talents
Et là, je voudrais refaire écho à la discussion d'hier, où finalement on avait ce scientifique français qui est aux États-Unis et qui a donc une bonne connaissance, une bonne vision de l'écosystème là-bas, et qui expliquait que dans la Silicon Valley, finalement, il y a 70% de non-américains, y compris des Européens. Comment est-ce que l'Europe, aujourd'hui, peut s'adresser aux jeunes, hein? Il y a des chercheurs avec lesquels je travaille dans le cadre de Trail. Tiens, j'aurais pu faire un peu de self-promotion, parce que Nathanaël est aussi membre du comité de pilotage de Trail. Et Trail, c'est donc les 5 universités francophones et 4 instituts de recherche qui se sont justement agrégés pour travailler sur l'IA. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces talents pour les garder en Europe ou les faire revenir en Europe? D'abord, je pense qu'il faut plus de talent, il faut acter peut-être encore plus profondément qu'on est entré dans une société qui est numérique, en tout cas qui a une composante numérique. Encore une fois, le numérique n'est pas la fin de toute chose, on continue de vivre dans un monde physique, mais le numérique est très important. Aujourd'hui, personnellement, je fais partie des générations qui n'ont eu 0 cours d'informatique à l'école. Et il y a encore aujourd'hui, dans nos systèmes universitaires ou scolaires, tout le monde n'a pas encore une éducation informatique. Alors que des pays, y compris des pays à l'est de l'Europe, mais y compris des pays asiatiques, ont choisi de basculer complètement et de faire de l'informatique un cursus à part entière. Et l'intelligence artificielle n'est qu'une des composantes de cette dimension. Donc il faut plus de talents. Deuxièmement, les talents qui sont formés, parce qu'on en a quand même beaucoup en intelligence artificielle, il y a de plus en plus de diplômés, on a nous-mêmes créé 190 chaires, 500 doctorants de plus chaque année. Forcément, on ne peut pas leur reprocher, ils veulent le meilleur, ils veulent être, quand vous êtes jeune et que vous avez du talent, vous voulez avoir accès aux meilleures données, travailler avec les meilleurs dans le meilleur environnement stimulant, et donc il faut construire des institutions publiques et privées qui soient capables de leur offrir des débouchés. C'est le sens du mouvement start-up, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a aujourd'hui un esprit entrepreneurial et que les jeunes rêvent finalement, on voit même dans les meilleures écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, ils rêvent davantage d'aller faire de l'entrepreneuriat en start-up qu'autrefois dans la banque, l'assurance, dans les grands groupes, même si évidemment ces institutions restent légitimes et nécessaires. Mais ça suppose qu'il faille à la fois investir davantage, déverrouiller et monter des projets. Aujourd'hui encore en Europe, on s'aperçoit qu'on n'a pas toujours l'agilité d'application de certaines réglementations. Prenons un exemple. Si on veut faire de la santé, puisque l'exemple a été cité, si on veut faire de l'éducation avec de l'IA, il faut accéder à des données qui parfois sont personnelles. Ça suppose de lire le RGPD avec la volonté de constituer ou d'accéder à ces données. Et quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est pour modéliser, donc c'est pour dépersonnaliser les données. Je ne suis pas sûr que ce travail soit toujours fait de manière agile, avec une régulation avide d'innovation en même temps que la protection. De la même manière, avec l'AI Act qui a été cité, on se fixe, alors qu'on n'est pas les premiers au monde, un objectif extrêmement ambitieux. Ça veut dire qu'il faudra veiller à avoir un équilibre entre l'ambition d'avoir des systèmes contrôlables, auditables, avec des méthodes qui n'existent pas encore, c'est extrêmement audacieux. Personne d'autre dans le monde n'a fait ce choix d'une réglementation horizontale, générale. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir des dispositifs de préservation de l'innovation. Parce qu'il y a 4 ans, quand on se parlait, on ne parlait que d'IA supervisée. Désormais, on parle de modèles géants auto-supervisés avec une généricité. Et puis peut-être que dans 2 ans, on aura fait des progrès sur l'apprentissage par renforcement. Et il faut aussi être capable d'avoir des textes qu'on relie à l'aune des technologies. Si on fait des textes juridiques avec des tracks séparés entre la technologie et le juridique, eh bien, on va bloquer l'innovation. Donc ça, c'est aussi un état d'esprit qu'en Europe, il faut aussi changer nos systèmes juridiques pour qu'ils soient davantage tournés vers l'innovation. En tout cas, c'est une conviction très profonde chez moi. Et alors justement, peut-être, on parlait des jeunes talents. Est-ce que ce ne serait pas un message à leur faire passer en leur disant, voilà, c'est très bien d'être de très bons ingénieurs, d'être de très bons mathématiciens, mais peut-être cultiver aussi cette connaissance du juridique, cultiver aussi ce regard éthique. Hier, justement, Nathanaël a un peu provoqué Luc Julien en lui disant, mais par exemple, Léonard de Vinci, lui avait cette approche complètement globale et cette connaissance transdisciplinaire. Alors la réponse était de dire oui, lui c'est un génie, mais bon, finalement, puisqu'on a des jeunes ambitieux, leur dire oui,
cultiver ces différents aspects qui vont être nécessaires. Et peut-être que le débat, évidemment, de trop de réglementation ou pas assez de réglementation, ou la réglementation qui limiterait notre capacité de créativité. Mais peut-être que à terme, je reviens sur ma volonté d'optimisme, ça permettra aussi de personnes de se dire, voilà, on sait que dans cet environnement-là, nos données sont protégées, et alors entre deux systèmes, je préfère celui-là qu'un autre. Oui, je me rends compte que c'est plus un commentaire qu'une question, mais pour réagir là-dessus. Tu as répondu. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il faut faire passer le message aux ingénieurs, à tous ceux qui se forment, qu'en fait, ils ont un impact sur le monde, et donc qu'il faut avoir une ouverture et une multidisciplinarité. C'est clairement une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, qui est très vaste, très transdisciplinaire. Et il faut aborder les choses de cette manière-là. Alors on parle d'éthique by design, on parle d'impliquer aussi les citoyens dans ce débat-là. Je pense qu'il y a la sensibilisation des citoyens. Il y a aussi effectivement la compréhension par le politique de ces enjeux, qui est absolument nécessaire, que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour la blockchain, pour les deep tech en général. Il y a, je dirais, une nécessité aussi de mieux intégrer la compréhension de ces technologies, notamment dans le cadre des actions législatives, etc., comme ça a été évoqué. Et puis cette agilité, je peux que souscrire à ça. On a des cadres qui sont trop rigides, qui évoluent pas assez. Et ce qui a été évoqué hier par Grégory Renard, qu'on avait en débat aussi avec Aurélie Jean, et c'était la même chose quand je discutais avec Pierre Sermanet à Paris, ou avec d'autres, enfin, avec Jean Ponce aussi. Enfin, les choses évoluent quand même très très vite. Hein. Et voilà, donc on n'est pas dans le bon timing. On n'est pas dans le bon timing pour réguler, pour adapter. Je souscris absolument au fait que les systèmes sociotechniques, l'IA, doit obéir à des valeurs éthiques, juridiques, de respect de la dignité humaine et de l'autonomie humaine. Évidemment que dans toute la conception des systèmes, et dès le départ, il faut intégrer une réflexion qui doit être... Enfin, je ne pense pas qu'on puisse être omniscient. Je crois plutôt à la... Enfin, il faut des profils qui aient capacité de faire des ponts entre des disciplines différentes, mais il faut surtout des équipes pluridisciplinaires. Donc on ne peut pas conduire un projet d'IA sans avoir un juriste, un spécialiste de droit des données, etc. Et la Commission a fait un énorme travail, pionnier là encore, avec le groupe d'experts de haut niveau, et le texte et le règlement européen, globalement, est extrêmement intéressant. Mais dans les détails, il faut regarder tous les détails. Et là, par contre, on n'y est pas toujours. Tu souhaites réagir, Nathanaël? Oui, on peut réagir sur plein d'aspects. Ce que je voulais dire, ce que j'avais en tête ici par rapport aux remarques que tu avais fait par rapport à Trail, donc je fais partie de Trail, mais par exemple Isabelle Erlin a accepté aussi d'être dans le comité de pilotage de Trail. Et donc voilà, je veux juste souligner ce renforcement effectivement des collaborations qui est essentiel dans le projet européen qu'on peut construire. Et tout à l'heure, on va avoir un débat entre IMEC et le CEA. Et là aussi, donc on sait très bien qu'il y a le CEA qui est extrêmement puissant, enfin productif, je dirais, en France. Il y a le LETI aussi, il y a le Fraunhofer Institute sur les choses qu'ont évoqué le commissaire européen. Donc on a des forces. Et moi, je crois très fort au storytelling, c'est-à-dire, alors storytelling, c'est peut-être pas la bonne expression, mais à la création, co-construction du sens, quoi. Et donc, si on dit on construit ce projet européen, il n'y a pas que les sous. Alors, effectivement, tu parles de 280 milliards d'investissements pour les grandes, les GAFAMI. On est à peu près à 10 milliards d'investissements au niveau européen en 2021. Et 2022, ce sera à peu près le même ordre de grandeur. Par contre, on voit que c'est en croissance très, très importante. C'est Omar Mohaut qui le présentait hier. Mais de la même façon, quand on voyait les investissements en IA dans le programme Horizon 2020, donc dans le précédent, c'est l'ensemble du programme Horizon, l'ensemble du programme correspondait à peu près à ce que Amazon mettait par an.
hein. Donc, je veux dire, alors c'est l'ordre de grandeur, hein, c'est pas tout à fait juste, mais l'ordre de grandeur, pour vous dire un peu ce qui est en train de se passer. Donc, miser sur les investissements, il faut voir comment on fait, hein, mais c'est des masses qui sont importantes et on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Par contre, sur la volonté, sur la cohésion, sur le fait de dire, oui, moi, je crois à une IA digne de confiance, etc., certains sont un peu sceptiques. À la fois, ça peut être très motivant pour les générations qui viennent. Et les générations qui viennent sont un peu particulières aussi. Je veux dire, on a des générations qui ont des timings beaucoup plus courts. J'ai enseigné pendant 14 ans à l'université et j'avais l'impression que voilà, chaque année, les générations étaient moins longues, quoi. Et donc là, ici, les attentes de la génération qui vient, elles peuvent peut-être entendre ce discours par rapport aux enjeux environnementaux, etc. C'est une question que je pose, en fait, plus qu'une assertion. Mais voilà. Justement, peut-être pour boucler cette première table ronde, est-ce que, en s'adressant aux générations futures, aux générations 2030, si vous deviez leur donner un conseil tant sur ceux qui sont impliqués ou qui ont envie de s'impliquer dans les transformations que l'IA pourra causer dans notre société, quel serait ce conseil ? Dans l'IA, il y a une quête scientifique noble, je dirais presque abstraite, de création de savoir. Et en même temps, l'IA est un énorme domaine d'application. C'est une technologie qu'on appelle d'usage général. Donc, j'aurais tendance à dire, choisissez ce qui vous porte le plus. Est-ce que c'est la quête de connaissances ou est-ce que c'est l'application sociale concrète ? Mais faites-le bien. Investissez-vous. Et il y a énormément de choses à faire pour intégrer de l'IA à des services, rendre des services plus personnalisés, économiser de la matière, recycler, aller vers une économie circulaire. On voit aujourd'hui que l'IA sert à tout cela. Et donc, chacun peut se réaliser dans le domaine qu'il aura choisi et dans plein de disciplines. Et donc, je dirais, foncez. Merci. Nathanaël ? Alors, Renaud est très bon, hein, donc chaque fois je dois en rajouter une couche. Mais donc, ce que je dirais dans le même esprit, mais si je peux dire, sans être complètement redondant, je pense que la force de ce qu'on doit mettre en œuvre, c'est casser les silos qu'on a entre les différents secteurs du monde qu'on a construit en Europe. Et donc, à la fois, il y a cette fragmentation qui est nationale, il y a toutes ces langues, etc. À la fois, le secteur public, le secteur privé, le monde académique, la société civile, les citoyens sont encore trop séparés. Donc j'invite les nouvelles générations, donc à la fois à choisir le domaine, ce qui les motive, mais aussi à être ouverts. Et donc une des caractéristiques, par exemple, je trouve que dans le monde académique, alors de nouveau c'est un peu caricatural, mais souvent on considère que le monde entrepreneurial c'est pas juste, ou c'est un peu le diable, ou c'est un peu la question de l'argent, c'est un peu des biais. Enfin, j'exagère un peu le propos pour le faire passer, mais je pense que par exemple l'entrepreneurial mindset, donc le fait d'être dans une démarche de vouloir réaliser des choses concrètes, le fait d'accepter de faire des erreurs, de recommencer, hein, de remettre, voilà. Donc l'esprit entrepreneurial, c'est aussi quelque chose de très positif pour des chercheurs, pour des universités. Donc il y a ce concept d'université entrepreneuriale, par exemple, et qui donne des résultats assez exceptionnels. Donc, quand on va au MIT ou quand on va à Stanford, et le doyen ou le recteur, enfin, ou le président, va commencer par vous expliquer les exemples d'impact qu'ont eu ces écoles sur le monde réel. Et donc, je pense que l'Europe doit aller aussi vers ça. Donc, c'est-à-dire attacher à ses valeurs, mais pas que, et surtout peut-être remettre en question des préconceptions. Voilà. Donc, par rapport à cette question d'entrepreneuriat, je pense qu'on peut en avoir une vision très très positive. Voilà. Donc finalement, l'IA va impacter le monde dans plusieurs domaines, dans plusieurs dimensions, et être acteur de l'IA, ça va vous permettre d'apporter votre empreinte positive sur le monde de demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.